Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce café éthique dans le cadre des GECOS 2025, les journées de l'économie. Le thème des GECOS cette année c'est Vieux démons et Nouveau monde. Et nous allons aujourd'hui parler de planification écologique, un des sujets au cœur des débats sur la transition écologique vers la neutralité carbone. Donc pour en discuter, on a le plaisir d'accueillir Madeleine Perron, économiste. Elle est responsable du programme Transition écologique, sociale et politique industrielle à l'Institut Veblen. Donc c'est un centre de recherche plaidoyer qui offre pour une économie plus soutenable et plus juste. Et à ses côtés, on accueille Pauline Denis, qui est ingénieure au Shift Project, une association d'intérêt général qui propose des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et accompagner la transition vers une écologie, vers une économie plus bas carbone. Donc leurs approches sont assez complémentaires. On va l'aborder au sein de cette conférence, une de la recherche et une de l'économie. Et ensemble, elles vont nous aider à comprendre ce que c'est la planification écologique et comment on peut y parvenir. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être toutes les deux décrire un peu plus précisément votre parcours et vous-même? Allez, vas-y. Du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors moi, je suis ingénieure de formation, donc j'ai fait un cursus très classique de prépa, puis école d'ingé. En école d'ingénieur, j'ai été pas particulièrement, en arrivant, sensibilisée aux enjeux climatiques et énergétiques. J'ai pris conscience en école et je me suis globalement demandé comment c'était possible, au vu du consensus scientifique sur les enjeux climatiques, que la politique ne suive pas. Et du coup, après mon école d'ingé, je suis partie à Sciences Po faire un master de sciences politiques. Et après ce master, je suis arrivée au Shift Project, sur lequel je travaille en particulier sur le secteur numérique et sur le secteur de la pêche. Alors moi, donc, déjà merci beaucoup pour cette invitation qui s'avère très riche et stimulante. Ça va être génial de parler avec vous tous et toutes. Alors moi je suis donc Madeleine Perron, je suis aujourd'hui économiste effectivement à l'Institut Veblen. Donc on propose des réformes pour une économie plus juste, plus viable, plus soutenable. Mon parcours il est un petit peu éloigné des écoles d'ingénieurs, donc je suis très contente de vous rencontrer. J'ai fait aussi une classe prépa, mais pour le coup plus orientée sciences sociales. Et c'est par les sciences sociales que petit à petit je me suis intéressée à l'économie en voyant que c'était l'un des leviers, et les sciences économiques étaient l'un des leviers les plus puissants en quelque sorte pour atteindre des objectifs d'intérêt général. J'ai fait des études à l'école d'économie de Paris, dans lesquelles on a beaucoup appris à dériver des équations, donc ça c'est une passion que je partage avec vous. Mais dans ces dérivations d'équations, on parlait pas trop justice sociale, on parlait pas trop environnement, on parlait pas trop tout ça, donc je me suis quand même petit à petit intéressée à ça et aux outils que l'économie, dont l'économie disposait, qui sont assez limités si on se concentre sur la partie un petit peu classique de l'économie, mais qui sont extrêmement vastes si on s'intéresse à tout ce qu'il y a autour. J'ai ensuite, à la fin de mes études, j'ai travaillé au Conseil d'analyse économique, donc un organe interne à la fonction publique qui conseille les politiques publiques et qui conseille en particulier le Premier ministre ou la Première ministre sur la base d'études de recherche en économie. Et évidemment, moi j'étais entre 2019 et 2024 du coup, et beaucoup de questions autour de la transition écologique, beaucoup de questions autour des questions sanitaires, du Covid, etc. Donc moi c'est comme ça aussi que je me suis un petit peu spécialisée et que du coup je vois les intersections entre politique, économique et planification dont on va parler. Super, merci beaucoup. Donc dans la notion de planification écologique, on retrouve celle de la prospective. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir ces deux concepts, pour que ce soit plus clair pour la suite? Du coup, je peux vous présenter ce que c'est la prospective, en particulier la prospective qu'on dit énergie-climat, et c'est ce qu'on fait au Shift Project. Donc, la prospective énergie-climat, ça consiste globalement à élaborer des scénarios de transition énergétique. Ces scénarios, qu'est-ce que c'est? C'est des histoires, enfin, c'est un narratif dans lequel la France vise la neutralité carbone en 2050. Donc vous savez, on a signé et ratifié les accords de Paris. Du fait du droit européen qu'on a rentré dans la réglementation française, on doit respecter ces objectifs de neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre doivent au moins être compensées par nos captations de ces gaz à effet de serre. Et donc, faire un scénario, c'est penser une histoire avec des hypothèses, des leviers pour arriver à cette neutralité carbone.
chaque scénario, il y en a une infinité, chaque scénario a des hypothèses, une sorte de politique derrière, et définit une stratégie de décarbonation pour la France. Voilà, donc la prospective énergie-climat, ça consiste à élaborer ces scénarios, et nous, au Shift, et toutes les personnes qui font de la prospective, on appelle ça des prospectivistes, on pense que c'est le meilleur outil pour avoir un débat éclairé autour de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que chaque scénario a ses hypothèses, les conséquences de ces hypothèses. Donc en fait, on estime que si on va voir le décideur politique et économique et qu'on lui explique tout un ensemble de scénarios possibles, il saura comprendre sur la base d'hypothèses qu'il pourrait fixer quelles conséquences il y aura. Nous, on utilise cet outil pour faire plutôt de l'influence, c'est-à-dire aller animer le débat autour de la transition énergétique. Et c'est ce qu'on fait au Shift Project, principalement. Enfin voilà, pour la prospective après planification, on pourra en parler après. Comment on passe de la prospective à la planification, en quelque sorte, ça c'est un petit peu plus mon domaine. Où en gros, la prospective, donc comme tu l'as dit Pauline, il y a des plans, différents scénarios, et ensuite on choisit lesquels... idéalement, on choisit lequel on veut mettre en place ou lesquels on veut mettre en place, avec quels critères, etc. Et la planification, elle va venir répondre à la question de comment on s'organise pour aller vers cette prospective. La spécificité de la planification écologique, en fait, vous pouvez planifier plein de trucs, vous pouvez planifier vos vacances, en fait, pour planifier, il faut des objectifs à atteindre à un certain terme, souvent à assez long terme, les moyens pour y parvenir, les étapes pour réaliser tout ça, et les méthodes sur comment vous allez suivre vos objectifs, comment vous allez suivre vos différentes étapes. Ça, c'est de la planification. Ça marche pour les vacances, ça marche pour une usine, une industrie, la production d'un produit, et on veut voir aussi comment ça peut marcher pour cet grand objectif qui est la transformation écologique. Donc la transition écologique, c'est vraiment une très très forte transformation de l'économie, de la société en général, de nos façons de produire, de consommer, etc. Et donc ça nécessite une transition vers un état d'après. Et l'état d'après, c'est là qu'intervient la prospective en particulier. C'est vers quel état on va. Avec du coup les contraintes que cet état futur il soit soutenable, il soit respectueux des limites planétaires, il soit aussi le plus juste possible. Donc nous, c'est ces objectifs-là qu'on donne à la transition écologique. Enfin, c'est pas que nous, hein, c'est les grands textes qui encadrent toute la transition écologique. Et ça a deux volets, un petit peu, il y a un volet atténuation et un volet adaptation. Et donc pareil, on a besoin de scénarios, on a besoin de prospectives dans les deux cas. L'atténuation, qu'est-ce que c'est ? Ça va atténuer la gravité du dérèglement climatique qui est en cours, donc ça, en gros, éviter l'ingérable. Donc on s'est dit là, au-dessus de 2 degrés de dérèglement climatique, ça va devenir ingérable, donc il faut qu'on évite ça. Donc on s'est collectivement mis comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter d'en arriver là. Mais c'est aussi s'adapter et donc gérer l'inévitable, c'est-à-dire inévitablement plus de vagues de chaleur, des problèmes d'accès à l'eau, des fois trop d'eau, des fois pas assez, etc. Donc c'est la planification écologique, c'est comment on avance vers ce nouveau modèle de société et de production en prenant en compte ces deux aspects-là. Voilà, si j'ai encore une minute, on a beaucoup... Souvent quand on parle de planification, on repense ce bon vieux général de Gaulle et à la planification d'après-guerre. C'est très important, c'était on sort de la guerre, le pays, une grosse partie de l'appareil productif français est détruit. Et on organise une planification on va dire, de modernisation et de réparation et de modernisation de l'économie et de la société française. On crée un haut commissariat au plan qui est mené par Jean Monnet à l'époque, et on décide qu'il va y avoir des plans quinquennaux. Donc c'est ce que je vous disais là, de planifier à un certain terme. Là, on planifiait à 5 ans. Et tous les 5 ans, on revenait, on évaluait, on voyait ce qu'il y avait besoin. Les premiers plans quinquennaux, ils sont très simples. Enfin, le premier, c'est se loger, se nourrir, produire de l'énergie. Donc vous voyez, on revient un petit peu aux besoins de base. Après, les suivants, ils vont être un peu différents. Ils vont être comment on crée des avantages compétitifs pour la France, comment on développe certaines industries, certains secteurs, etc. On rentre plus dans de la politique industrielle. Cette planification, elle
elle est assez différente de la planification dont on a besoin aujourd'hui pour plusieurs raisons, on pourra y revenir. Mais c'est intéressant. Donc vous voyez, planification tout seul, en fait, ça suffit pas. C'est pour ça qu'on la caractérise d'écologique, parce qu'en fait, elle va nécessiter des transformations très très différentes des planifications antérieures qu'on a pu avoir ou qu'on peut voir à l'étranger aussi. Est-ce que je peux rebondir? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a... Enfin, tu as commencé en disant, toi tu voyais plutôt de la planification et qu'il en découle de la prospective. Nous, de notre point de vue, c'est un peu différent. Nous, comme la façon dont on voit les choses, c'est se dire, justement, c'est sur la base de différents exercices prospectifs que la planification doit se faire. Et on voit la planification, en fait, comme la trajectoire qui a été choisie pour la France, en ayant pris en compte tous les différents exercices prospectifs. Du coup, on a fixé les objectifs, les hypothèses surtout, et on a radé la trajectoire objectif. Donc pour nous, la planification, c'est juste penser et élaborer cette trajectoire. C'est super facile dit comme ça, et en fait, c'est super compliqué. Non, je dis pas autre chose, c'est bien cette interaction, Ouais, c'est qu'on choisit un scénario et comment on y va, là c'est la planification, mais sachant que là, aujourd'hui, on a déjà du mal à choisir quel scénario. Exactement. Ce d'autant que du coup, on parle de planification écologique, et c'est pas du tout que le climat, comme tu l'as dit. Il y a les ressources, il y a l'emploi, il y a la justice sociale, etc. Et donc en fait, c'est autant de variables dont on ne saura jamais parfaitement les impacts et surtout la sensibilité. Et du coup, c'est très difficile de naviguer là-dedans. On va en parler probablement. Et donc maintenant, pour s'intéresser aux principaux enjeux de la planification, peut-être Madeleine, vous êtes plus adaptée pour répondre à cette question d'un point de vue économique. Pourquoi on peut considérer que cette planification, c'est un outil nécessaire et pertinent pour la transition écologique? Et est-ce qu'il y a des objectifs du coup précis qu'elle doit viser en priorité? Ou c'est encore... C'est une question effectivement vaste. Alors pourquoi on aurait besoin de planification écologique pour une raison que je pense est assez intuitive, mais vous me dites si c'est pas le cas, c'est que en fait si on a des grands objectifs même internationaux, sociaux, politiques et là aujourd'hui écologiques de réduction des pressions de nos modes de production, etc. En fait, on peut pas compter les uns sur les autres juste comme ça tout seul, et on peut pas compter sur les entreprises, et on peut pas compter sur les individus, et on peut pas compter sur les entrepreneurs, pas parce que c'est pas des gens intéressants ou quoi, mais juste parce que c'est un problème de coordination générale, mondiale, et qu'aujourd'hui on est dans un système qui donc a beaucoup recours, c'est un système capitaliste de marché où je sais pas si vous avez vu ça, si vous avez fait un tout petit peu d'économie ou quoi, mais en gros, chacun est guidé par le profit, par la réalisation de ses intérêts propres, et ils sont pas forcément alignés avec l'intérêt général, ces intérêts. Donc en gros, l'idée, c'est que si on laisse faire, et c'est ce qu'on a laissé, pourquoi on a ce problème écologique aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a précisément pas spécialement planifié ou en tout cas compris ou voulu intégrer les effets, donc ce qu'on appelle en économie les externalités, qui comme son nom l'indique est un truc que vous produisez à l'extérieur. Donc pour une usine, une pollution ça va être une externalité, c'est-à-dire que ça rentre pas dans son modèle interne, on va dire elle produit en parallèle, c'est pas son but de produire de la pollution, mais à côté, en produisant, elle produit de la pollution. Cette pollution, elle n'est pas prise en compte par le marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des t-shirts à 1 ou 2 euros. C'est parce que l'entreprise, le producteur, n'intègre pas les dommages sociaux, écologiques de ses productions. S'il le faisait, on aurait plutôt des t-shirts à 20, 30 euros. Donc c'est ça. Donc pourquoi on a besoin de planification? En tout cas, on a besoin d'une puissance publique qui soit capable d'organiser cette transformation et ces transitions, aussi parce que c'est pas juste un changement, c'est pas juste internaliser des externalités, ça en économie on sait à peu près comment le faire, on met des taxes, on met des quotas, on met des trucs, mais c'est que là il y a une transformation très importante à faire, c'est l'adoption de nouvelles technologies, de décarbonation, c'est la transformation de nos modes de consommation aussi, et de production, d'avoir des innovations et de faire intégrer des nouvelles formes de procédés aussi. Je sais pas si vous travaillez sur l'industrie, mais dans l'industrie, c'est aussi adopter des nouveaux procédés industriels qui justement créent moins d'externalités.
c'est réorganiser les transports, c'est réorganiser le travail, c'est réorganiser tout ça. Ça, il n'y a que la puissance publique qui peut le faire, avec des objectifs qui ont été décidés démocratiquement, avec des moyens donc c'est pour ça qu'on revient à la planification. En fait, on a quoi? On a des objectifs, il nous faut des moyens, il nous faut un plan, parce qu'en fait, si la poursuite, la main invisible, en gros, d'Adam Smith, la poursuite de l'intérêt de chacun, ne mènera pas du tout à ces objectifs, et plutôt l'inverse. J'ai une question. Là, vous parlez de planification, donc, à l'échelle nationale. Donc, on soumet un plan à une autorité publique, par exemple à l'échelle de la France, pour appliquer ce plan. Et ma question, c'est est-ce que c'est pertinent de parler de planification à l'échelle nationale, sachant que l'enjeu climatique, il est mondial, et est-ce que ça pose des problèmes? Ça en pose effectivement, mais en fait là ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on a des grands accords internationaux où les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec des objectifs différenciés en fonction de l'état d'avancement et de la responsabilité aussi dans le changement climatique en fonction des pays. Donc tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, par contre ils sont répartis, et notamment l'Union Européenne en a un gros. Donc l'Union Européenne a un objectif et cet objectif-là, du coup, il se décline en différents objectifs par État membre, et c'est ces objectifs-là qui font l'objet d'un plan d'adaptation. Sachant que nous, il y a une planification écologique qui peut concerner la France, mais si elle peut aussi concerner donc les émissions qu'on émet sur notre territoire, les pollutions qu'on émet sur notre territoire. Rien ne l'empêche aussi de s'occuper de non pas de notre empreinte écologique, de notre empreinte carbone surtout, qui est en gros la prise en compte des externalités et des dommages environnementaux que notre consommation nationale crée par l'importation de produits qui sont produits ailleurs. Et ça, c'est un gros enjeu. Et c'est là où se lient le national et l'international aussi. Mais effectivement, c'est un grand problème de coordination mondiale qui est effectivement difficile à résoudre, surtout quand vous avez des grands pays qui étaient jusqu'ici relativement engagés dans cette voie-là et qui reculent comme les États-Unis en ce moment. Je pense que l'enjeu, il n'est pas que international vs national, mais il est aussi national vs territorial. En fait, effectivement, tu as des objectifs qui sont fixés à l'échelle mondiale, ça ruisselle sur l'Europe, sur la France, et pareil sur les territoires, sur les collectivités, et que ce soit de la collectivité au national ou du national à l'international, la notion de comment transcrire les objectifs internationaux et les territorialiser, c'est une question que tout le monde se pose. Il y a plein de personnes qui travaillent là-dessus, mais de fait, aujourd'hui, les objectifs nationaux, ils sont traduits dans les collectivités. Il y a des plans, le plan climat, air, énergie des territoires, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ou encore les plans locaux d'urbanisme. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de vérification qu'il y a une cohérence entre, si tu sommes tous les PCAET, tous les plans territoriaux, qu'il y ait une cohérence entre la somme de l'ensemble, et l'objectif national. Donc ça, c'est un sujet. Et c'est notamment une des missions qui a été donnée au secrétariat général de la planification écologique, le SGPE, et ça devrait être dans la nouvelle feuille de route qui devrait pas tarder, normalement, à sortir. C'est sûr, parce que ça embraye un peu sur des autres questions que vous avez déjà un peu abordées. C'est comment concrètement on met en place la planification écologique, donc, comme Pauline, t'es au Shift Project, peut-être tu peux nous en parler un peu plus et voilà, savoir comment ça s'organise concrètement. Ok, ça marche. Donc nous, au Shift Project, la planification, on la fait pas. Par contre, on fait partie de tous les prospectivistes qui vont voir du coup le SGPE dont je vous ai parlé et qui essayent de les conseiller sur quelle direction prendre justement pour faire cette planification. Donc la question c'est comment est-ce que ça se fait à peu près la planification en tout cas au niveau du SGPE, donc le secrétariat général à la planification écologique, qui a un petit bureau de 15 personnes qui est sous le Premier ministre globalement et qui a la petite mission de s'assurer de la transition écologique, c'est-à-dire climat, environnement, santé, adaptation au changement climatique, ressources, biodiversité, voilà, et ils sont 15. Donc vous imaginez qu'ils vont pas faire ça tout seuls, et ils travaillent notamment à la fois avec les ministères, mais aussi avec des instances comme le Shift. Pour ça, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils se sont fixés des grandes thématiques, donc se loger, se nourrir, voilà, il y en a plusieurs comme ça. Et pour chacune de ces thématiques, ils ont regardé quels sont les leviers qu'ils peuvent activer
pour décarboner les activités qui sont liées à ces thématiques. Si je prends l'exemple des transports, par exemple le transport routier, c'est un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc auquel cas la question qu'ils vont se dire c'est bon, aujourd'hui il y a principalement des voitures thermiques. On estime qu'un des leviers pour décarboner, c'est le passage aux véhicules électriques. Donc ils vont se dire bon ça c'est un des leviers. Et ils vont se poser la question bon, comment on le fait? Parce qu'il suffit pas de dire en 2030 il y aura 30 millions de voitures électriques. Voilà. Ou j'en sais rien combien mais il y en aura tant. En fait si juste on met ça sur un papier ça va jamais se faire. Puisqu'en fait personne va aller acheter des véhicules électriques puisqu'ils sont plus chers et il y a des enjeux de financement et des enjeux économiques derrière. Donc ce qu'ils font c'est qu'ils répondent à la question de quels sont les leviers, de comment les mettre en place. Et après, ils s'assurent, et c'est une de leurs grandes missions, de la cohérence globale de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de regarder le climat, et puis après à côté, il y aura la biodiversité. Non, pas du tout. Au contraire, il faut qu'il y ait vraiment une cohérence dans l'ensemble. Et c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous, en regardant, vous intéressant un peu à la planification, ce qu'on appelle le bouclage. C'est un terme qui revient assez souvent, juste pour dire que, en gros, ce qu'on fait rentrer dans les modèles, il faut que ce soit égal à ce qui sorte, et qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc si on décide que en 2030, il y aura tant de véhicules électriques, qu'il y aura tant d'électrification de l'industrie, qu'il y aura tant, je sais pas quoi, et qu'à côté on pourra produire tant d'électricité, il faut qu'on s'assure qu'en 2030 il y aura bien autant de consommation que de production à peu près, pour que ce soit à peu près cohérent. Voilà, donc c'est une des grandes missions de la planification et du SGPE que d'assurer de la cohérence et du bouclage. Et là je parlais que d'électricité, mais il y a une cohérence du bouclage matière aussi. Est-ce que quand on développe tant de véhicules électriques, on va avoir toutes les ressources abiotiques derrière. Voilà. Et aussi, je ne vais pas parler, mais j'aimerais bien qu'on en parle après, des cohérences de l'emploi, parce que c'est une grande difficulté, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les emplois, on les considérait un peu comme des pions. C'est-à-dire qu'on estimait que si on allait vers les véhicules électriques, par exemple, alors il faudrait qu'il y ait plus d'employés qui savent faire autre chose que ce que font les garagistes aujourd'hui. Et du coup, on estimait que à une année N, tous les employés allaient devenir spécialistes de ce sujet-là. Ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a des énormes viscosités, vous vous doutez, entre secteurs économiques et entre filières industrielles. Enfin, on pourra parler après. Si vous voulez, on peut directement rebondir dessus. Pour vous, quelle est la place des travailleurs dans ce processus? Puisque, a priori, la planification est pensée par des ingénieurs, ou elle a souvent été critiquée comme étant qualifiée de très technique. Comment on peut passer à une planification avec les salariés, et donc pour mobiliser leur savoir-faire, et donc qu'elle soit adaptée à l'échelle nationale? Moi, je suis pas complètement d'accord avec le fait que la planification, c'est un truc d'ingénieur. Justement, si on revient un petit peu à Jean Monnet et au général de Gaulle, le plan, c'était un endroit où on discutait de tout. C'est-à-dire, on discutait ressources, et donc on en a parlé. Mais les ressources, c'est aussi bien les ressources naturelles, les ressources énergétiques, que les ressources en termes de bonhommes et de bonnes femmes, de compétences, ça. On discutait de tous les secteurs d'activité de façon transversale, donc ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve au SGPE. Le SGPE il réfléchit aussi en fonction des secteurs de façon transversale. Et c'était un lieu aussi et des instances de décision et des instances de planification qui réunissaient l'ensemble des acteurs concernés et des experts. Quand on dit acteurs concernés, c'est les industriels, les travailleurs et les travailleuses, les usagers, etc. Les experts, donc là, vous là, les ingénieurs, moi, économistes, etc. Donc dans des instances comme ça de discussion, de concertation qui permettent de dépasser donc les limites en termes de penser, ça permet de penser le temps long, ça permet d'englober toute l'action publique, ça permet de discuter aussi des enjeux sociaux, des conséquences sociales ou politiques, des choix qu'on opère dans cette planification. Parce que vous avez vu là dans nos discours, il y a des choix partout. Et les choix, c'est forcément politique et ça fait forcément des gagnants et des perdants. Et donc, c'est pour ça que c'est essentiel de travailler ça. Sur la place des travailleurs et des travailleuses aujourd'hui, effectivement, on a une planification. Enfin, déjà, c'est 15 personnes pour s'occuper de tout ça. Enfin, vous voyez bien un petit peu là où ça va bloquer. Même si c'est des gens brillants et très bien aidés aussi par ailleurs. On a encore des endroits dans la République française, en quelque sorte, où on réfléchit à la prospective, et c'est le cas de France Stratégique et maintenant au commissariat à la stratégie et au plan.
Donc il y a quand même pas mal encore de choses qui arrivent, mais effectivement ça c'est un peu expertifié. Et ça c'est un peu, effectivement c'est un peu une erreur, mais et comment remettre un petit peu les gens concernés en premier lieu là-dedans. C'est ce qui a été tenté avec la Convention citoyenne pour le climat par exemple, qui a donné des très beaux moments justement de démocratie. Donc c'est comment on démocratise les outils de décision de planification écologique. Par exemple dans le secteur automobile dont tu parlais, il y a eu très très peu de concertation entre constructeurs, équipementiers, syndicats de travailleurs, Commission européenne, aujourd'hui du coup les instances nationales sur comment on organise la production de ces véhicules, etc. Et il y a une mobilisation de plus en plus forte des syndicats sur les questions climatiques et environnementales aussi, parce qu'il y a un intérêt très très fort des travailleurs à anticiper ces transformations et les anticiper. Alors si on peut le faire dans le cadre d'une planification, ce sera idéal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est insuffisamment planifié et que de fait c'est extrêmement douloureux et que les transformations aujourd'hui de l'industrie automobile qui voit s'effondrer le diesel, qui voit s'effondrer le moteur thermique, qui voit pas émerger les nouvelles filières électriques, ben, en fait ça s'organise en amont et ça s'organise effectivement avec les travailleurs et les trucs. Donc c'est de la démocratie à la fois dans les instances de planification et dans les instances d'expertise aussi. C'est de la démocratie aussi un peu plus dans les entreprises. On a des cas d'entreprises industrielles aujourd'hui qui, quand elles sont gérées par leurs salariés, opèrent des virages bien plus stratégiques et bien plus tôt vers des activités plus favorables à la transition écologique. Donc ça c'est important. Et il y a une responsabilité des experts et des ingénieurs et des économistes et de nous tous et toutes ici à intégrer au maximum aussi des contraintes qui ne sont pas juste des contraintes techniques, mais bien des contraintes, en tout cas des critères aussi sociaux et politiques et environnementaux dans l'ensemble des modèles de décision et dans l'ensemble des modèles de techniques, de technologies qu'on développe pour répondre à la crise climatique et environnementale. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je veux bien. Donc, effectivement, c'est une critique qu'on peut faire à certaines organisations comme le Shift d'être très technocratique et du coup de pas trop regarder les viscosités dont je vous parlais tout à l'heure. Juste avoir des Excel, des algos où on dit bah voilà, il y aura tant d'employés à tel endroit et puis ça va rentrer, ça va marcher. Donc vraiment, effectivement, confession, il y a des sujets sur lesquels il y a des limites à nos travaux. Bon, en l'occurrence, sur l'emploi, on a essayé de faire des choses. Et il y a des biais. Alors oui, je ne sais pas si vous êtes trop au clair avec les différents prospectivistes en France, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, mais globalement il y a notamment l'ADEME, qui est l'agence de la transition énergétique, qui a fait des scénarios de transition, qui en a fait 4, qui sont des scénarios basés sur le même raisonnement que ce qu'on a fait au Shift, c'est-à-dire globalement on compte des atomes, on regarde combien il y a d'émissions sur telle activité, on a plein d'indicateurs, et puis à la fin on sort un chiffre avec des répartitions, etc. Mais globalement, c'est juste des équations qu'on résout à telle année et jusqu'à 2050. Ça ne nous donne pas des employés, parce qu'on raisonne pas en euros, on raisonne vraiment en CO2. Mais en fait, sur la base de ces résultats, il existe d'autres modèles, des modèles macroéconomiques, qu'on peut brancher sur ce qu'on a déjà fait, et on peut en sortir des conclusions économiques. Ça, c'est ce que l'ADEME a décidé de faire. Ça donne des résultats. Donc en fait, ils sont capables de vous dire, suivant les hypothèses de ces modèles macroéconomiques utilisés, et leur modèle à eux, combien il y aura d'employés en telle année, dans telle filière. Ça, c'est ce qu'ils sont capables de dire. Mais en fait, ces modèles sont très biaisés, et nous, au Shift, on a décidé de ne pas les utiliser. Et ils ont utilisé notamment un modèle macroéconomique qui s'appelle SRIMI. Et nous, au Shift, la position qu'on a prise, c'est de dire, on estime que ce modèle macroéconomique, d'équilibre général, etc., avec plein d'hypothèses derrière, il suppose, parmi ces hypothèses, que dans les années à venir, tout se passera, économiquement parlant, comme dans les 30 dernières années. Et en fait, on estime que c'est des hypothèses qui sont beaucoup trop improbables et beaucoup trop peu probables pour les invoquer. Donc on a refusé d'utiliser ces modèles-là. Et du coup, quand on parle d'employés, on utilise d'autres indicateurs qui ont des biais aussi. Par exemple, pour la filière nucléaire, on estime que pour telle capacité, donc tel watt, il faut tant d'employés. C'est une moyenne sur la base de ce qu'on a déjà observé. Et au vu de nos évolutions de production nucléaire qu'on estime, on va avoir une évolution de TP nécessaire. On ne dit absolument pas comment on va y arriver, mais on dit que c'est d'autres think tanks qui doivent se poser des questions
En tout cas, on a essayé d'éviter le biais de ces modèles macroéconomiques. Et j'en profite, quitte à parler des limites de la prospective énergie-climat. Il y a 2 choses à savoir. Déjà, on ne fait pas de la prévision, c'est-à-dire qu'on ne dit pas du tout qu'on va savoir où est le futur. On dit juste, on a les hypothèses, et voilà tout le spectre des possibles, et la vérité, elle se trouvera là-dedans. Donc ça, on ne fait pas de la prévision. Et la deuxième chose, j'ai oublié, oui, c'est que on ne regarde pas du tout tous les futurs possibles. Donc en fait, on fait quelques hypothèses, on fait quelques scénarios, il y en a 10, on va dire, en France, qui sont importants, mais on ne les a pas du tout tous étudiés. Donc ça peut être aussi une autre limite à la prospective. Juste pour préciser aussi, tu vois, tu parlais de combien de TP on va avoir besoin, donc combien d'employés, etc. Il y a aussi un raisonnement qui consiste à dire de quelles compétences on va avoir besoin. Et du coup, de quelles compétences on va avoir besoin, c'est pas forcément les mêmes pour créer un même produit, suivant si vous le faites de façon écologique ou pas, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes compétences. Et ça, je pense que c'est important aussi, vous, dans vos cursus, de voir que certains outils peuvent être adaptés à certains buts et à certains processus, mais pas forcément à tous. Et donc, je pense que c'est ce que vous faites, en fait, vous diversifiez là aussi dans cette école-là l'ensemble de vos compétences pour être... c'est vrai aussi, en fait, c'est vrai à tous les niveaux de qualification. Du coup, il y a aussi pour organiser les transitions des travailleurs des secteurs les moins porteurs, on va dire, pour la transition écologique vers ceux qui sont nécessaires à la transition écologique. Et aussi se dire, ok, en fait, on a besoin aujourd'hui, par exemple, de soudeurs, de choses comme ça, pour les pompes à chaleur, on a besoin de gens qui savent les installer. Et ça, c'est des compétences qu'on va peut-être avoir dans certaines activités actuelles qui sont amenées à décliner et qu'on va pouvoir transposer. Donc comment on organise les déplacements de ces travailleurs, ça c'est quelque chose, donc ça s'organise évidemment avec les travailleurs, mais aussi comment on adapte le système éducatif pour qu'on ait bien les compétences. Il y en a certaines qu'il va falloir créer ou développer ou faire autrement, ou augmenter en termes de volume. Et donc c'est pour ça que vous voyez que la planification, elle va permettre de toucher. Vous partez d'un scénario même technique de on doit installer des pompes à chaleur, vous arrivez à il faut revoir le système d'éducation, il faut créer des filières de pompes à chaleur en gros. Donc vous voyez pourquoi c'est important et que ça peut pas être fait à petite échelle, il faut forcément que ce soit fait par quelqu'un qui organise dessus ou quelque chose. Et ça, du coup, au Shift, on a un programme qui est vraiment que pour ça, qui s'appelle Emploi Formation. On va voir les écoles, on va voir surtout les écoles de formation spécialisées, et on leur présente un petit peu, du coup, soit la stratégie, s'il y en a une un jour, une feuille de route du gouvernement, soit notre plan à nous, et on leur invite à, du coup, diversifier leur formation et se réorienter vers les technologies qui vont être utilisées à l'avenir. Tout à fait. Dans le cadre de ces limites, il y en a une actuellement qui est un peu d'actualité, comme le secrétariat général pour la planification écologique est détenu par le Premier ministre, de ce qu'on a vu, qui était un peu le chef de ça. Comment on peut assurer la cohérence interministérielle dans un contexte de politique dans lequel on est du rebondissement? Oui. Déjà le fait que le SGPE soit, par exemple, ça a été, moi j'ai vu ce truc arriver, j'ai vu ce truc se faire, le fait qu'il soit rattaché au Premier ministre, à la Première ministre, c'était Elisabeth Borne qui le met en place à l'époque. C'est bien parce que le Premier ministre ou la Première ministre est transversale et elle est au-dessus de tous les autres ministères. Ça aurait pu être à la transition écologique, en fait, au ministère de la transition écologique, ça aurait été logique. Ça aurait pu être aussi à Bercy, parce que finalement c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. À Bercy, il y a un autre truc qui est intéressant, il y a le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement. Et on se dit, tiens, ça pourrait peut-être être intéressant institutionnellement que le SGPU et le SGPE soient plus intégrés, vu que la planification, c'est aussi énormément d'investissement, d'infrastructures et tout. Bon, c'est pas le cas. Comment on fait En fait, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé aussi, parce que c'est un peu technique et on avait fait un slide là-dessus, c'est la façon dont s'imbrique la planification dans des moments législatifs. Parce que donc on a parlé d'objectifs et de moyens. Les objectifs et les moyens, aujourd'hui en République française, c'est des lois. C'est des lois de programmation qui fixent les objectifs et c'est ensuite des décrets et des plans, des lois de finances qui attribuent les moyens. Il y en a un grand, c'est la stratégie nationale bas carbone. Donc là, ça fixe les objectifs pour tout le monde. Ensuite, ça se décline notamment pour des programmations pluriannuelles. En programmation pluriannuelle sur différentes choses et notamment celle de l'énergie. Et donc là, on revient à dépasser le temps des affaires courantes par la planification, c'est-à-dire d'avoir
des outils législatifs aussi qui vont dépasser les simples mandats électoraux. C'est une tentative, mais en fait, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué parce qu'effectivement, ça demande du temps long. C'est pas grave si j'ai pas la slide. Ça demande du temps long, la planification, on l'a dit. Aujourd'hui, on a des premiers ministres, effectivement, qui durent 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, comment on organise ça? C'est un problème de sciences politiques assez classique, mais néanmoins difficile à résoudre. Donc, on avait ces plans. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, souvent, il y a des plans, ils vont durer 5 ans. On est censé les réviser tous les 5 ans. Ça rappelle certains plans quinquennaux, soit de l'après-guerre, soit ce que fait la Chine aussi. Ils sont sur des plans d'organisation de la production qui sont quinquennaux. Mais effectivement, l'instabilité politique, elle affecte aussi ces questions-là parce qu'on a du coup cette stratégie nationale bas carbone, elle était censée être révisée, on n'a toujours pas le texte. La loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, elle était censée être promulguée il y a 2 ans, on s'est toujours bloqué aujourd'hui par l'instabilité politique. Du coup, on n'a pas de visibilité. C'est censé nous dire, c'est censé prévoir, organiser la politique énergétique, donc le nucléaire, panneaux solaires, éoliens, combien on va en mettre, où on va les mettre, etc. Donc ça, c'est super important pour les investisseurs et pour les secteurs notamment des renouvelables qui ont besoin de cette visibilité. Et aujourd'hui, en fait, on a des secteurs qui sont en train de s'effondrer, notamment l'éolien, la construction d'éoliennes en France et en Europe, et le secteur d'installation des panneaux solaires qui sont en train d'être asphyxiés par ce manque de réactivité politique aujourd'hui. Et donc, comment on fait? En fait, c'est assez difficile parce que vous auriez envie, en fait, la solution, ce serait de sortir ça du domaine gouvernemental ou politique, et donc d'avoir des instances qui soient indépendantes de ça, mais bon, on a quand même envie que ce soit relié aux politiques parce que, comme on l'a dit, c'est des choix, et c'est des choix en permanence, et donc il ne faut pas que ça soit non plus dans des rôles d'experts. C'est les personnes pour qui on vote aussi. C'est aussi des personnes pour qui on vote. Enfin, donc il y a un peu des outils comme ça, et en fait l'instabilité aujourd'hui, elle est délétère, elle est vraiment délétère pour la transition écologique, on l'a compris, d'autant plus qu'il y a des forces très puissantes qui vont contre, parce qu'on commençait à toucher vraiment aux intérêts aussi économiques de certains acteurs en place qui n'ont pas spécialement envie que ça change, parce qu'ils y ont leurs intérêts. Mais on a aussi des forces, dans l'administration, dans certaines agences de l'État qui sont celles qui ont été visées aussi dernièrement par certains politiques donc l'agence de la transition, l'ADEME dont on a déjà parlé, qui fait un travail très très puissant pour mettre en place justement cette planification, délivrer les subventions, organiser la transition des secteurs, etc. On a à l'intérieur en fait quand même de chaque ministère et de chaque administration qui lui est relié des bureaux climat, des bureaux énergie-climat, des bureaux environnement qui se sont installés ces dernières années et qui sont quand même toujours là et qui assurent des formes de continuité aussi stratégiques et voilà, et d'ailleurs il y a beaucoup d'ingénieurs dans cela et c'est une très bonne nouvelle et donc voilà, il faut donc à la fois des luttes, en fait à la fin on revient quand même au fait que tout ça est éminemment politique, mais pas que. Donc il y a des forces aussi assez fortes, il y a des entreprises qui sont engagées là-dedans aujourd'hui, il y a des citoyens, des collectifs citoyens aussi. Donc en fait c'est pour ça que la planification c'est pas uniquement des textes et des experts, mais que c'est ces transformations vraiment sociales qui sont à la base de tout. Ouais. Bon, t'as dit le principal. Ce qu'on voulait montrer, mais c'est pas très grave, c'est juste pour que vous ayez une meilleure vision de qui fait quoi là-dedans. Donc il y a effectivement le SGPE qui est sous le Premier ministre, qui est un peu responsable de gérer la stratégie française énergie-climat. Et puis cette stratégie, elle est menée par plusieurs plans, plusieurs feuilles de route, dont la SNBC dont on a parlé. La SNBC, c'est le plan général, mais on le projette juste sur l'axe GES, gaz à effet de serre. Donc tout le plan, juste sur l'aspect gaz à effet de serre, c'est la SNBC. Après, il y a la PPE, dont on a parlé. Puis il y a d'autres plans. Aujourd'hui, du fait notamment de l'instabilité politique, ils ont tous beaucoup de retard. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des allusions au fait qu'on l'attend, mais qu'elle n'est pas là. En fait, la SNBC, celle qui est actuellement en vigueur, c'est la 2.
On attend la 3 depuis un an, depuis un peu moins d'un an. La PPE, on attend depuis 2 ans. Voilà, donc c'est pas que l'instabilité des derniers mois, mais en tout cas l'instabilité politique générale qui dure depuis plus qu'il y a 6 mois, elle est clairement un frein là-dessus, et c'est assez ironique, puisque quand le SGPE a été monté, Antoine Pellion, qui était le secrétaire général à la planification écologique, un de ses grands... on va dire des grandes priorités, c'était de répondre à la question robustesse versus performance du plan qu'ils allaient mettre en avant. Et il disait effectivement que le plus important, c'est que ce soit robuste. Robuste, c'est-à-dire que si on secoue la machine, eh ben, en fait, elle reste stable. Secousse, je sais pas, par exemple, beaucoup de premiers ministres qui se suivent, secoussent instabilité politique. Et en fait, on voit que c'est pas du tout le cas. C'est très problématique. C'est problématique déjà parce que il y a des instances qui ont besoin de plans pour projeter leurs investissements. Je pense aux entreprises, mais je pense aussi aux collectivités. Les plans climat, air, énergie dont je vous parlais, les plans locaux d'urbanisme, tous ces plans territoriaux, en fait, ils se basent sur les plans nationaux. Donc ils ont besoin de la PPE, ils ont besoin de la SNBC pour penser leurs plans. Il n'y en a pas, donc toutes les collectivités sont en difficulté pour mettre à jour leurs plans territoriaux. C'est aussi un problème, donc je parlais des collectivités, c'est un problème pour les entreprises, c'est aussi un problème de manière générale pour la transition. Puisque derrière, on prend du retard et il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est effectivement assez inquiétant. Nous, côté Shift, on fait un travail aussi d'influence auprès de ces instances, du SGPE, de la DGEC dont on n'a pas parlé, c'est la Direction Énergie-Climat, Générale Énergie-Climat, qui, elle, s'occupe de faire vraiment les outils qui vont servir à la SNBC. Donc c'est eux qui ont les outils Excel et les codes qui vont permettre de planifier et d'avoir les calculs, etc., année par année, savoir où est-ce qu'on en sera. Donc on fait ce travail pour pousser à la planification et pour pousser à l'actualisation des travaux. Il y a des enjeux politiques sur lesquels visiblement on pèse pas, sur lesquels on pèse pas assez. Voilà. Merci pour cette réponse assez complète. Et donc selon vous, par exemple, pour un peu reprendre les grandes lignes, selon vous, est-ce que ce serait toujours au Premier ministre de décider des grandes orientations? Est-ce qu'il faudrait renforcer la démocratie participative vis-à-vis de consultations citoyennes, par exemple, pour légitimer et enrichir la planification? Et comment même on pourrait s'assurer qu'elle reste un projet assez juste et désirable pour l'ensemble de la société? On peut juste essayer de répondre en moins de 5 minutes pour passer aux échanges. Moi, je peux répondre très rapidement. De la responsabilité, elle est clairement partagée. C'est pas à un Premier ministre ni un président de la République de dire ce sera la direction et tout le monde la suit. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais les territoires de s'y mettre, les individus, les entreprises et effectivement aussi le gouvernement. Nous au Shift, on met beaucoup en avant la notion de consultation citoyenne éclairée. C'est-à-dire qu'on a vu que ça marchait, du moins ça marchait dans les résultats, et on arrivait en prenant des citoyens qui représentent toute la société civile à avoir des résultats et à se mettre tous d'accord. On a vu que ça marchait et on pense que c'est pas du tout assez appliqué. Dans le secteur du numérique en particulier dans lequel je travaille, on voit évidemment le secteur spéculatif qui est le secteur du numérique, avec beaucoup d'annonces sur l'IA, les développements des centres de données, la justification du développement de ces centres de données pour la souveraineté numérique. Bref, tous ces enjeux-là, on estime que ça a été une dynamique très descendante du gouvernement et que ça nécessite un débat citoyen éclairé pour savoir ce qu'on veut en termes de déploiement de ce secteur, et c'est valable pour tous les secteurs. Donc je dirais responsabilité partagée et consultation citoyenne pour savoir ce qu'on en pense avant de prendre des directions. Ouais, très rapidement, je pense que déjà en fait il y a des socles, il y a des choses sur lesquelles on pourrait aller très vite qui ont déjà été décidées, de façon démocratique, le déploiement des ENR, etc. Alors, ça répond à nos enjeux économiques, de souveraineté, etc. Donc déjà d'aller, il serait possible d'aller plus vite avec un peu plus, et là c'est de la volonté politique. Et ensuite sur le plus long terme, effectivement aussi d'avoir davantage de démocratie. Genre, à la fois une expansion de la démocratie, c'est-à-dire dans les endroits là où elle n'est pas encore, c'est-à-dire aussi dans l'expertise et dans les choix technologiques, par exemple, qui vous concernent pas mal. Mais aussi une démocratie un peu plus intense, là où elle est déjà présente, mais où elle est insuffisamment utilisée, mise en valeur, prise en compte. Après, il y a aussi un enjeu
d'accélération et d'aller vite. Et aller vite, ça veut dire aussi être efficace. Et donc il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus sur... et ça, c'est notamment le partage... parce que ce qu'on n'a pas souligné, c'est que dans tous les plans, il y a un petit peu deux éléments. Il y a un élément un peu technique, technologique, je pense que vous connaissez bien, mais il y a aussi l'élément un petit peu sobriété, changement des comportements, changement des modes de production et de consommation. C'est deux choses très différentes, mais qui doivent absolument s'articuler. Et dans les grands scénarios, soit ils mettent beaucoup de l'un, un peu de l'autre, beaucoup de l'autre, un peu de l'un, mais en tout cas, il y a une articulation à faire, et cette articulation-là, elle doit absolument faire l'objet d'un choix maintenant, et d'un choix qui soit davantage démocratique. Merci. On peut désormais passer aux questions du public, si jamais vous en avez, ou il y a quelque chose qui a suscité votre intérêt particulier, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé sobriété. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous financez vos activités. Parce que je n'ai pas revenu le mais qui vous finance? Pour le Shift, on est une association d'entreprises, c'est-à-dire qu'on a des mécènes qui sont des grandes entreprises, qui sont du coup des personnes qui financent le Shift, pas les projets. C'est assez différent. Et on est donc une asso d'entreprises, c'est-à-dire que nos membres sont des entreprises et on a des salariés, dont je fais partie. Ces salariés ils travaillent sur les secteurs économiques, pour parler numérique, la pêche, etc. Et les mécènes sont des entreprises qui mettent de l'argent dans le pot, mais qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire qu'elles ne dirigent pas leur argent sur un projet, donc il n'y a pas d'influence sur nos projets, enfin, absolument pas. Et donc ça c'est le Shift, et on est accompagné d'une association sœur qui s'appelle les Shifters, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Eux c'est des bénévoles qui font un travail monstre, enfin, ils sont presque 20 000 là je crois, qui font un travail monstre pour accompagner et porter nos projets. Donc nous on travaille pendant 2 ans par exemple sur le secteur des centres de données, ce qu'on vient de faire et qu'on a fini en octobre. Et après, on va aller travailler avec les shifters pour les former. Et eux, ils vont aller voir les acteurs économiques, les décideurs politiques, etc., les collectivités, pour porter nos rapports. Mais eux, ils sont 100% bénévoles. Nous, on est une plus petite structure. On est donc nous, on est sous format associatif et on est financé beaucoup moins fortement. On est financé essentiellement par de la philanthropie. Donc par une fondation qui nous soutient beaucoup, qui s'appelle la Fondation pour le Progrès Humain, qui n'a pas d'autre but que et parfois sur des projets spécifiques, et moi notamment là, sur les questions d'industrie, je travaille avec la European Climate Foundation, donc une fondation aussi philanthropique, elle qui est plus orientée sur les solutions pour l'atténuation du dérèglement climatique. Et nous on travaille plutôt, donc on est 4-5 experts, nous, à l'intérieur de la structure salariée. On travaille avec toute une galaxie de chercheurs et chercheuses en sciences sociales, en économie, mais aussi on a des contacts évidemment avec des gens qui sont plus dans les domaines ingénieurs, et on travaille à la fois avec le monde un petit peu ONG pour le climat, mais aussi avec les syndicats, aussi avec parfois le gouvernement, avec les antennes dont on a parlé, le SGPE, France Stratégie, l'ADEME, etc. Donc on se situe un petit peu, nous, au carrefour de tout ça. On n'est pas beaucoup plus gros, nous, on est même pas 30. Vous êtes excessivement plus riches. Peut-être, on est 30 salariés. Oui, mais non, on est 4. Oui. C'est quand même beaucoup plus gros. On n'est pas 20 000, je voulais juste préciser. Non. Mais ouais. Et peut-être juste pour préciser, dans le cadre de nos travaux, du coup, comme on est moins de 30 pour gérer tous les secteurs économiques, en fait, on est peu par projet et on travaille énormément avec les acteurs du secteur. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois dans les décideurs économiques et dans les décideurs politiques les personnes qui sont un peu nos leviers, les personnes sur qui on va pouvoir plus ou moins activer des trucs, et on va discuter avec eux, et c'est comme ça qu'on fait nos projets. Et donc par exemple, si on regarde le secteur du médico-social sur lequel j'ai travaillé, là on était accompagné par un acteur public qui s'appelle la CNSA, Caisse nationale du secteur de l'autonomie. Elle nous a permis de nous ouvrir un peu tous les contacts auprès des agences régionales de santé, les acteurs aussi départementaux, et auquel cas on discutait avec eux pour lancer le projet. Et on travaille vraiment avec les acteurs. L'objectif c'est vraiment pas de faire nos rapports dans notre coin et après de les sortir. Et c'est aussi un peu notre force là-dedans, c'est qu'on arrive à bien les embarquer dans nos leviers et nos solutions.
Est-ce que vous avez parlé que dans l'économie actuelle, le profit était souvent le seul guide pour les entreprises, voire même parfois pour les politiques. Ensuite, vous avez aussi dit que, par exemple, si vous voulez faire un t-shirt écologique qui fait plus cher, vous avez donné l'exemple. Est-ce que vous croyez que ce modèle économique est réellement compatible avec une planification écologique, surtout face à l'urgence, quoi? Disons que le modèle, il est là, quoi. Donc c'est une donnée, c'est un truc avec lequel on doit faire. Donc la planification, elle doit... comment dire Il est là, oui, du coup, on ne peut pas le mettre en... Si, justement. Mais je veux dire, on doit le prendre comme donnée. Et du coup, la question... C'est pour ça que la planification, à l'époque, un peu après-guerre, c'était comment on articule le marché et l'État, quelle place pour l'État, le marché dans une économie, dans un capitaliste, etc. Là, la question, elle se pose un petit peu différemment. Elle est comment on transforme le système, donc, y compris comment on transforme les règles du jeu. Et tu parlais des secteurs. Nous, à l'Institut Veblen, on bosse sur commerce international, finance et politique industrielle parce qu'on pense que c'est les domaines les plus systémiques et dans lesquels les règles du jeu sont les plus importantes et contraignent le plus les agents en quelque sorte. Et donc on a mis en place des outils, je veux dire, dans le cadre de la politique climatique par exemple, il y a des outils qui ont visé à orienter les marchés. C'est le cas des quotas carbone européens, c'est le cas aussi tout un tas de subventions à la décarbonation, c'est le cas de mettre un prix sur le carbone pour internaliser l'externalité. Ces outils, ils sont absolument nécessaires, ils sont très intéressants, ils sont insuffisants et en fait souvent ils sont aussi injustes. Et c'est pour ça qu'il faut penser davantage effectivement la façon dont on va redéfinir, redéployer la rentabilité aussi. C'est un peu les débats aujourd'hui sur la compétitivité, c'est-à-dire la compétitivité de court terme. Effectivement, aujourd'hui, elle est prédominante et elle est contre la nature, elle est contre les travailleurs, elle est contre comment dire, tout à fait contraire. L'objectif d'une planification, ça pourrait aussi être, et ça doit l'être aussi, c'est de changer les variables sous-jacentes et fortes du système. C'est-à-dire, est-ce que demain, la compétitivité, ce sera pas des entreprises, on peut dire, résilientes, qui savent s'adapter, qui savent consommer moins d'eau, qui savent consommer moins d'énergie? Est-ce que demain, la compétitivité, c'est pas aussi de réussir à relocaliser les chaînes de valeur pour être moins dépendant de l'extérieur, etc. Donc, dans ces grands plans de transformation de la société et de l'économie, c'est aussi une redéfinition des sous-jacents économiques. Et ça implique énormément de choses et c'est pour ça que c'est très difficile, y compris par exemple de plus raisonner uniquement en PIB. Donc il y a tout un travail et nous on le fait à l'Institut de redéfinir des instruments, redéfinir des métriques, avoir des nouvelles données, des choses comme ça. Mais effectivement c'est pour ça que c'est une transformation systémique et pas juste un réajustement des modalités du marché. Oh bah, si la question c'est au jeu d'entrée qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est fait pour que ça marche? Ben, la réponse elle est devant toi, enfin, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça marche pas puisqu'on n'y va pas. Après, si la question c'est est-ce qu'il faut tout redéfinir, ça peut-être qu'on peut jouer avec quelques données et ne pas les changer, mais pourtant redéfinir. Tu as parlé de compétitivité, en fait la compétitivité aujourd'hui elle est financière. Si demain tu intègres dans tes comptabilités en fait autre chose que ton profit, mais aussi une comptabilité carbone par exemple, une comptabilité biodiversité, et ben auquel cas on aura une autre notion de concurrence et de compétitivité et on pourra peut-être y arriver. Donc effectivement ça nécessite peut-être de jouer sur quelques bases communes, mais en tout cas à donner du système aujourd'hui ça fonctionne pas. C'est souvent donc, dans le secteur du numérique en particulier des centres de données, souvent on entend en fait, avec l'IA, c'est bien parce qu'on va pouvoir sauver un peu la planète. On va pouvoir aller plus vite, trouver des solutions qui vont sauver l'environnement, la santé, etc. Et en fait, c'est un argument qu'on entend pour le numérique, mais ailleurs, mais en fait qui est complètement catastrophique. En fait, c'est des enjeux qui sont juste des catalyseurs. Ça va plus vite. Ça, c'est vrai. Tous ces enjeux, c'est pour catalyser, donc on va encore plus vite. Mais sauf qu'on va pas dans la bonne direction. Parce que, est-ce qu'on veut vraiment aller plus vite dans la mauvaise direction? C'est un peu la question aussi qu'il faut se poser. Et c'est la question qu'on se pose. Il y a aussi un changement de logique très important dans la façon dont on prend le problème écologique, c'est qu'aussi on a beaucoup raisonné comme si la croissance était infinie, comme si les ressources étaient infinies, comme si on allait toujours aller vers plus d'efficience, etc. Aujourd'hui, on tape
on tape contre ça, quoi. On tape sur le fait que les ressources sont finies, qu'en plus il y a d'autres gens que nous qui veulent se les accaparer pour faire d'autres choses, etc. Donc en fait, la planification, elle est aussi essentielle dans les moments de raréfaction. Et c'est pas non plus un hasard si en fait si on sort de l'après-guerre et qu'on a besoin de planifier et que c'est très puissant à ce moment-là, c'est aussi parce que les ressources sont extrêmement limitées, donc il faut établir des priorités. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop discuté et dans lequel aussi tout le monde a un rôle, mais c'est du coup comment on priorise, quels usages, quelles personnes, quel conflit ça vient heurter. Elle est essentielle, mais elle est d'autant plus nécessaire et elle est pressée en fait en situation de crise. Et c'est ce dont on se rencontre aujourd'hui. En fait, on a un système effectivement on commence à voir les limites prendre le bout de leur nez, et du coup tout s'accélère. Et en fait, quand ça n'a pas été planifié et qu'on s'accélère, on le fait tous au quotidien. On prend pas forcément les bonnes décisions quand on est pressé et quand on est stressé. Nous là-dessus, la réponse qu'on donne au Shift, c'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est-à-dire, c'est vraiment notre prisme qu'on aborde. Donc, la double contrainte carbone, c'est la contrainte énergie et la contrainte climat. La contrainte climat, c'est aujourd'hui on émet trop de gaz à effet de serre dont on aimerait vraiment passer des conséquences. Et la deuxième, donc ça c'est climat, et la deuxième c'est énergie. C'est aujourd'hui nos systèmes, ils reposent largement sur l'utilisation d'énergie fossile, pétrole, fioul, gaz, qui sont des ressources finies. On commence à voir le pic de production de pétrole conventionnel et des autres énergies fossiles. Et donc en fait, ne serait-ce que pour la résilience, c'est absolument pas raisonnable que de continuer à foncer dans un système qui est complètement basé sur l'extraction et l'utilisation d'énergie fossile, alors qu'aujourd'hui il n'y en aura plus. Demain il n'y en aura plus. Ou il y en aura moins. Et c'est ce qu'on est en train de se dire. Quand il y en aura moins, ce sera pour qui? A priori, nous ne sommes pas partie des pays producteurs de pétrole. Est-ce qu'on sera les amis des pays producteurs de pétrole? Pas forcément. Donc c'est aussi une notion de souveraineté et d'indépendance, même si l'autarcie n'est pas du tout souhaitable, mais d'indépendance qu'on met en avant vis-à-vis de ces ressources fossiles. Vous arrivez à quantifier l'impact sur la question de la justice sociale dans les différentes perspectives? Alors nous, on ne fait pas. C'est typiquement ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas utiliser les modèles qui sont parfois utilisés macroéconomiques parce qu'on les estime pas fiables. Donc le Shift, on ne le fait pas. Mais l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, elle a essayé de le faire. Donc sur la base de ces 4 scénarios, elle a utilisé le modèle dont je vous parlais pour quantifier PIB, donc évolution du PIB, du pouvoir d'achat et de l'emploi. Nous, ce qu'on a dit au Shift, c'est que le PIB, c'était pas du tout un indicateur qui était suffisant pour évaluer l'impact de nos scénarios, et donc on l'a pas fait. Mais aujourd'hui, c'est un sujet au sein des prospectivistes, et c'est donc les prospectives, elles sont actualisées sur le rythme électoral, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on actualise nos travaux. Donc là, on est tous en train actuellement de travailler à l'actualisation de nos travaux, et on est tous d'accord, donc RTE, donc le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, l'ADEME, le Shift, Negawatt, le SGPE aussi, on est tous d'accord pour dire que la justice sociale, on a beaucoup trop parlé, et que ça doit être un enjeu majeur. Et tu parles de justice sociale, mais il y a aussi l'impact de nos scénarios juste sur les modes de vie, de manière générale, qu'on a très peu étudié. Et on n'a pas parlé de sobriété, et ce sera intéressant d'en parler. Ouais. Juste pour compléter, en fait, c'est toujours difficile de faire un impact sur la justice sociale à très grande échelle, à l'échelle macro. On peut faire des grands déplacements, mais c'est toujours au micro que ça se passe. Et ça dépend en fait des outils précis économiques, de politique publique qu'on va utiliser. Et ils sont tous très différents, ils ont tous des impacts très différents. Et c'est pour ça que l'une des questions aussi qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que plutôt que d'un truc descendant, on ferait pas aussi un truc en fait qui va dans l'autre sens? C'est-à-dire on part des besoins des gens. On part des besoins potentiellement des personnes les plus exclues, les plus isolées, ou qui ont le plus à perdre, et qu'on remonte comme ça et qu'on crée des politiques qui sont un tout petit peu plus équilibrées et un peu plus justes. C'est ce qu'on a vu en gros avec les gilets jaunes. On met une taxe carbone, c'est une super idée d'économiste, franchement c'est nickel. Mais ouais, quand on l'amène dans la réalité, en fait on se fracasse sur le fait que s'il faut payer plus pour polluer, pour les riches, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui doivent prendre la voiture et qui n'ont pas encore de solution, donc il y a un peu l'idée de renverser le quand on veut, on peut, quand on peut, on veut. Et donc comment on amène les solutions bas carbone et des solutions environnementalement souhaitables
de façon juste en répondant. On se la pose beaucoup, moi je bosse sur la mobilité, on se la pose beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire, du coup, en fait, au lieu de dire aux gens achetez des voitures électriques, on dit ok, c'est quoi les besoins de mobilité? Donc c'est de partir des besoins, une économie des besoins. Et ça, des consultations. Et ça transforme, d'où l'intérêt des consultations et aussi en parallèle d'un niveau d'expertise qui soit aussi suffisant pour qu'effectivement, quand on arrive avec une mesure, on puisse savoir, on demande à l'INSEE, ça va être quoi l'impact sur qui, sur quel mode de consommation, etc. Et du coup, c'est effectivement pour répondre à ces questions, personne n'a la réponse. Là, tu te doutes, évidemment. Donc, le parti qu'on a pris au Shift, c'est qu'on a pris quelques grandes questions. Alors, on n'a pas la justice sociale, mais par exemple, tout le monde, la PPE donne un plan pour le solaire, donne un plan pour le train, pour le déploiement de l'éolien. Bref, on a pris quelques grandes questions comme ça, et on est en train de travailler avec tous les acteurs pour répondre à des questions plutôt qualitatives, ce qu'on ne faisait pas d'habitude. On donne des chiffres et après on se dit c'est bon, mais en fait ça ne marche pas forcément. Donc là on est en train de poser des questions qualitatives pour comprendre, par exemple pour le déploiement du train, quelles sont les conditions nécessaires pour que ça se déploie comme on veut, dans les temps qu'on veut, dans les bons ordres de grandeur et de manière sûre. Donc ça c'est des chantiers qu'on est en train de faire et c'est en vue des prochaines élections présidentielles, donc on travaille là-dessus. Et en fait on a une vingtaine de chantiers comme ça, donc tu te doutes qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais c'est des questions du type le déploiement du ferroviaire, comment concrètement ça se passe et pourquoi ça coince. Parce que ce qu'on voit avec la PPE, bon elle est pas là, mais on a quand même des objectifs de déploiement, de l'éolien, etc. et on voit qu'on s'en éloigne. Et en fait du coup la question, il suffit pas juste de marteler en disant ah ben ça marche pas, du coup on va décaler d'un an de plus et après on aura juste une pente encore plus croissante jusqu'au moment où on va se retrouver en 2049 et en 2049 on va faire comme ça. Donc c'est pas possible et du coup on essaye de répondre à ces questions. Merci. Moi j'avais une question au niveau de la diversité géographique des décideurs, soit qui sont dans le Shift Project ou dans d'autres organismes de planification, dans le sens où, par exemple, si on a une solution au niveau national, une contrainte à satisfaire d'ici une certaine date, elle va être plus ou moins facile à satisfaire selon qu'on habite par exemple dans la montagne ou en côte méditerranéenne. Ma question c'était est-ce que dans ces organismes de planification il y avait une certaine diversité géographique des personnes pour dire ouais c'est pas possible à faire dans ma région ou alors c'est possible ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a deux questions dans ta question. La première, est-ce que nous en tant que salariés du Shift on discute avec des personnes qui sont effectivement tu parlais du bassin méditerranéen mais autres, plus en dehors de Paris j'imagine c'est ça que tu veux dire. Et auquel cas oui bien sûr. On a des travaux aussi pour essayer de penser notre plan, le plan de transformation de l'économie française, c'est notre scénario, PTEF, pour penser comment est-ce qu'il va se décliner au niveau des collectivités. Donc ça, on travaille avec les collectivités. Et après, la deuxième question, je pense, c'est plutôt sur les employés au sein du Shift. Et auquel cas, moi, je peux te dire, moi, je suis marseillaise, j'habite Marseille, donc je suis pas du tout à Paris. Je suis entre Marseille et Grenoble, en tout cas, je suis pas parisienne. On a pas mal de nos employés qui sont... On n'a qu'un seul bureau à Paris. On a pas mal de nos employés qui sont complètement un peu éclatés en France. Après, le bureau principal est à Paris. Ça n'empêche pas qu'il y ait une diversité à l'intérieur du Shift. Alors, pas du tout en classe de CSP. En question de classe socio-professionnelle, la diversité, elle est quand même... On va pas se mentir, on est clairement tous des CSP+. Par contre, nécessairement, on est à Paris parce qu'on travaille avec les décideurs. Mais par contre, on se déplace beaucoup et on travaille avec les personnes dans les collectivités. Et après, ta question, c'était aussi autour des instances là dont on a parlé, SGPE, etc. C'est des instances qui sont très centralisées, mais parce que l'État français est très centralisé. Et du coup, c'est ce qu'on a déjà aussi évoqué, c'est ces allers-retours entre les plans nationaux et régionaux. Évidemment, l'adaptation au changement climatique, elle est aussi très différente en fonction des territoires. Et en fait, souvent, les territoires les plus touchés aussi par les impacts climatiques sont en avance et font bouger les choses aussi au niveau national. Et c'est le cas de la montagne où en fait... eux, ils ont déjà des plans de transition parce que la neige, il y en a de moins en moins, donc ils ont déjà des plans de transition économique vers d'autres activités, d'autres façons de faire. Donc par contre, effectivement, est-ce que c'est privilégié, est-ce que c'est organisé, ces allers-retours, c'est un peu différent. Mais en tout cas, il y aurait des intersections très importantes à faire, et parce qu'on en revient aussi aux multicritères, c'est-à-dire oui, on prend en compte la justice sociale, mais il faut aussi prendre en compte la diversité géographique, il faut aussi prendre les différentes générations, il faut aussi prendre les genres. En fait, il y a énormément de choses à faire rentrer effectivement dans ces planifications pour qu'elles soient justes et efficaces. J'ai l'impression que dans ce que vous dites, c'est que ce qui est compliqué, c'est d'amorcer cette planification. Vous disiez par rapport au ferroviaire, cette planification elle est compliquée à amorcer.
si j'ai bien compris, ce qui fait que c'est compliqué, c'est parce que l'économie actuelle, elle est dirigée par un marché qui est plutôt court-termiste, et du coup c'est compliqué de faire des plans au long terme. Et ce que vous disiez aussi, c'était que cette planification, elle marchait très bien à l'après-guerre, où il y avait plutôt une espèce d'état-providence qui donnait ces directives et que l'économie n'était pas dirigée par le marché, mais par les besoins de l'État. Est-ce que vous pensez que pour pouvoir appliquer efficacement cette planification, il faut forcément un système politique moins libéral, voire même un État-providence si on va plus loin? Et si oui, est-ce que vous pensez que même si on faisait ça, ce serait efficace ou pas? Ou est-ce que ça ne rentrerait pas dans les intérêts de l'État et qu'on ne pourrait pas appliquer cette planification? Je sais pas si c'est une question. Je laisse l'économiste répondre. Très belle passe. Il y a plusieurs forces aussi qui vont aujourd'hui contre la planification et qui étaient moins présentes, on va dire, à l'après-guerre. C'est pour ça aussi que les parallèles sont limités. L'après-guerre, il y avait aussi un côté, bon, la France est détruite, etc. Les grands industriels étaient un petit peu compromis vis-à-vis du régime vichiste et nazi, etc. Donc il y avait effectivement une mainmise un petit peu plus forte, aussi d'un État plus stable, et aussi des pressions extérieures beaucoup moins fortes. C'est-à-dire, la France, à ce moment-là, est beaucoup moins exposée à la concurrence internationale, etc. On se reconstruit un peu dans notre coin. On se reconstruit aussi avec l'aide du plan Marshall. Et il y a un parallèle qui est très intéressant entre les montants du plan Marshall de l'époque et les besoins d'investissement pour la transition écologique et numérique aussi de l'Europe, qui a été fait par le rapport Draghi l'an dernier. C'est 700 milliards par an, et c'est à peu près des trucs, des montants équivalents. Est-ce qu'il faut tout changer, etc. Bah, ça, c'est une question, encore une fois, éminemment politique. Après, oui, est-ce qu'on a besoin d'un État, en tout cas d'une puissance politique qui soit un petit peu plus à même de guider, en tout cas d'aligner intérêt privé à intérêt général? Ça, c'est certain. On a des instances, en vrai. On a aussi évoqué énormément d'outils. On a beaucoup d'outils aussi aujourd'hui pour le faire. Après, il faut un petit peu de volonté politique, effectivement. Mais une réorganisation, je veux dire, c'est urgent aussi. Donc, en fait, si on attend l'avènement d'un prochain système qui soit mieux fait, etc., je veux dire, nous, on a une idée sur ce qu'il faudrait effectivement à long terme et peut-être remettre davantage, créer des nouveaux équilibres, renoncer peut-être à certaines formes de croissance qui sont délétères et les remplacer par d'autres formes de prospérité à long terme, etc. Donc là-dessus, on a des idées assez claires, mais il faut aussi jouer avec les règles du jeu actuelles et essayer de les orienter dans le meilleur sens possible, effectivement. Donc à la fois changer la boussole, effectivement, changer, mais faire aussi avec les instances qu'on a et les lois qu'on a et les équilibres qu'on a. Je compléterai, je rigolais un peu sur l'économie, je peux quand même un peu répondre sur nos travaux. Il y a quand même plein, plein d'initiatives et plein d'exemples territoriaux très locaux qui donnent espoir. Et pourtant, ils sont pas sous régime autoritaire. Tout va bien. Du coup, j'habite Grenoble en ce moment. Et tout va bien, ils sont pas sous un despote. Et en fait, c'est une ville qui est, je trouve, exemplaire sur plein de sujets. Et quand on travaille avec elle, quand ça marche très bien, en termes d'écologie et de planification et même de mise en place de pas mal de choses. Donc en fait, il y a quand même des espoirs. On entend souvent aussi, quand on discute avec notamment des employés d'entreprise, nous dire bah moi si je suis là, je suis vraiment prête à faire des choses, mais en fait je suis sûre que si j'en parle à mon entreprise ou à mon voisin, ils vont dire non. Et je pense que vous avez tous vu ce genre de sondages qui sont faits où on pose à une population à peu près représentative 2 types de questions. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que? Et après on leur pose, est-ce que vous pensez que votre voisin est prêt à accepter que? Et très souvent, est-ce que tu es prêt à accepter que, bah il y a je sais pas combien de pourcents. Et est-ce que tu penses que ton voisin est prêt à accepter que? Beaucoup moins. Pourquoi? Parce que on se fie aussi à ce qu'on entend, ce qui est le plus visible. Ce qui est le plus visible, c'est les politiques et ce qui est relayé par les médias. Et nécessairement, les politiques, et c'est leur métier, ils ont un avis très tranché et beaucoup plus... c'est quoi le mot? Polarisé. Oui, merci. Beaucoup plus polarisé. Donc on a l'impression en fait qu'autour de nous, tout le monde est plus polarisé et beaucoup moins d'accord avec la transition. C'est aussi ces éléments qui peuvent donner espoir. Donc en fait, non, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ça vous intéresse. A priori, ça intéressera aussi vos voisins et n'ayez pas le préjugé de dire que ça n'intéresse pas. Donc voilà, il y a quand même il y a des espoirs. Non, on ne doit pas passer par un régime autoritaire, à mon avis. Je pense qu'on peut le faire, mais par contre, tu as parlé que des enjeux économiques dans ta question.
Il y a aussi des enjeux politiques qui sont certes tout aussi court terme et en plus les deux sont liés. Mais il faut pas oublier ça aussi, quoi. Tous les outils, les cabinets dont on vient de vous parler, c'est des outils qui a priori devraient marcher, qui ont été pensés pour devoir marcher. Bon, oui, visiblement ça marche pas très bien. Il y a des choses à changer, mais il n'y a pas tout à changer. Justement, sur ce que vous disiez, qu'au niveau territorial, au niveau d'une ville comme Grenoble, ça fonctionne assez bien. Est-ce que vous pensez que le plus efficace, c'est de commencer au niveau territorial et de remonter au niveau national, ou inversement, de commencer sur des directives nationales et de les faire s'écouler jusqu'au niveau territorial? Parce que j'ai l'impression que de ce que vous dites, que ça, au niveau d'une ville, ça marche bien. Est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie de faire dans l'autre sens plutôt que de partir du niveau national pour redescendre? Bah, il y a les deux, et à la base, le SGPE, c'est un peu aussi sa mission, d'orchestrer les deux. Au SGPE, il est censé y avoir des personnes qui travaillent au niveau des collectivités et qui s'assurent qu'il y a une cohérence entre les deux. De fait, aujourd'hui, c'est pas fait, mais c'est quand même censé être dans leur mission. Ça doit pas venir ni de l'un ni de l'autre, c'est de venir orchestrer ensemble. Évidemment qu'il y a des objectifs nationaux, ça on peut pas les empêcher, et c'est bien qu'il y ait une direction nationale pour chacun des secteurs. Après, juste dire les émissions de tel secteur vont arriver comme ça à 0 en 2050, ou à un pouillem, ça marche pas comme ça, quoi, effectivement. Donc, faut travailler avec les collectivités qui ont, je répète, leurs plans locaux, etc. Je veux bien vous donner un exemple assez intéressant sur les centres de données. Je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais en février, la France a accueilli le sommet de l'IA, qui était une grande conférence internationale avec tous les investisseurs du monde entier sur le numérique qui sont venus en France. Et le gouvernement Macron a annoncé à ce moment-là plus de 100 milliards d'investissements dans ce secteur. Donc là, c'était typiquement, personne n'a trop vu venir, en tout cas c'est très descendant. Ça a complètement un peu, tout le monde s'est secoué. Il y a commencé à avoir EDF, RTE, toutes les instances publiques et aussi privées qui ont regardé où est-ce qu'on pouvait implanter ces capacités annoncées de centres de données. Et ce qu'on regarde maintenant, donc quelques mois après, au niveau des collectivités qui se sont vues arriver des énormes projets de construction de centres de données, c'est qu'en fait, ces projets, ça a été très descendant. Donc là, pas du tout ce qu'on est en train de dire, on regarde tout l'ensemble, ce que ça peut faire, du coup on met là, pas du tout, ça a été très descendant. Et en fait, ce qu'ils voient, c'est, en fait, ça rentre pas du tout dans mon plan territorial de base, qui lui, est actualisé tous les 5 ans. Donc en fait, quand 8 mois ça arrive, forcément, je peux plus l'intégrer dedans. Et qui en plus est actualisé sur la base de papier qui sont, la PPE et la SNBC, qui sont pas actualisés. Donc là, on a typiquement l'exemple d'un conflit entre les collectivités qui se disent, alors moi je suis obligée, j'ai un projet à 50 milliards qui arrive, tout le monde me dit économiquement ça va être super, je vais avoir des emplois, je vais faire venir les gens, donc il faut que je le mette. Ah mais attends, ça boucle pas du tout dans mon plan. Je devais avoir telle consommation d'électricité, sauf que le centre de données il consomme déjà beaucoup plus, telle consommation d'eau il consomme beaucoup plus, telle occupation de surface, artificialisation de surface, déjà si j'en mets plus là, il faut que j'en mette moins ailleurs. Donc voilà, il y a des enjeux, pas que politiques, aussi beaucoup de stratégies économiques derrière qu'il faut regarder et qu'il faut orchestrer. C'est ni l'un ni l'autre si tu veux, mais il faut que ce soit bien ensemble. Merci beaucoup. C'est la fin. Je sais pas si tu veux conclure ou est-ce qu'on y a une question? Merci à tous d'être venus à cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Nous, on est ravis de d'avoir pu l'organiser avec Madeleine et Pauline. Et puis, juste n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à demander. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Je pense qu'on s'est tous, moi personnellement, je me suis posé les mêmes questions que vous quand j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça, donc n'hésitez pas. Non, et je crois qu'en plus, on a posé plus de questions qu'on a apporté de réponses aussi en plus aujourd'hui. Moi, j'ai juste un micro truc à vous dire parce que j'ai pas souvent l'occasion de discuter avec des ingénieurs et on a 2 trucs en commun entre ingénieurs et économistes, c'est qu'on adore les contraintes et l'efficacité et raisonner sous contraintes. Donc là, comme vous avez vu, les contraintes, elles sont immenses. L'efficacité, il y en a absolument besoin. Et du coup, vous avez un rôle vraiment clé à jouer dans à la fois le développement de technologies, mais aussi de modèles, de toutes ces réflexions, de les intégrer à vos pratiques. Et on a peu parlé de sobriété, mais on en a quand même parlé. Et nous, on a besoin de plus en plus aussi de technologies et de procédés qui sont sobres. Et ça, c'est vraiment un excellent sujet d'ingénierie aussi. Donc, vous avez un très grand rôle à jouer pour arrêter de faire plus avec plus. Ça, c'est facile, c'est pas intéressant, mais faire mieux avec moins, ça, c'est un plus grand défi. Et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle que vous vous y intéressiez. Merci.